Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Hermano, et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète. Olivier de Scooter co-anime cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Jeanne Leher. Salut Jeanne. Salut. Oui, je voulais revenir avec toi sur la suite parce que tu nous as dit hier que le long, ça te tentait pas forcément, peut-être du mi-long comme par exemple du half Ironman, mais du coup on n'a pas continué la discussion sur comment tu te vois d'ici 5 ans. Pour l'instant t'es triathlète pro sur du court voire du très court. Comment tu t'imagines dans 5 ans, dans 10 ans? 5 ans c'est dur à dire, 10 ans c'est un peu plus loin, donc c'est sûr que ça sera après sport on va dire, mais alors moi dans ma tête j'aimerais bien être journaliste déjà et avoir une maison, des enfants, une famille, des chiens, peut-être pas très loin de Metz, même si je commence à m'habituer au beau temps, donc ça peut peut-être être un peu plus long pour parler. Mais donc ça, ce sera après ta carrière sportive alors. Ouais, dans 10 ans, oui, je pense. Dans 5 ans, je sais pas, mais après si tu restes sur du court, je peux comprendre que dans 10 ans tu sois à la retraite. Maintenant, comme on disait, il y a toujours moyen de se reconvertir, mais a priori, c'est pas ce que tu ambitionnes. Après, faut jamais dire non, mais c'est vrai que c'est pas le projet de base, parce que j'adore le triathlon, mais après oui, il faudra voir. De toute façon, je suivrai mes envies et ce que je peux faire, mais c'est vrai que journalisme, j'avais fait un petit stage d'1 mois quand j'étais en infocom et j'aimais bien, donc je pense qu'à un moment donné, j'aurais quand même bien envie de basculer là-dessus. Ce qui te plaît dans le journalisme, c'est quoi? C'est le journalisme sportif, j'imagine? Alors de base, ouais. Et en ayant fait mon stage, je me suis rendu compte que le local, parce que j'étais à France 3 Lorraine. Bon, c'est pas de la grande information, mais j'aimais bien. Et après, j'aime bien l'histoire. Bon, je suis pas encore calée trop sur tout ce qui se passe, mais j'aime bien la politique, mais plus ce qui est société que vraiment la politique. J'aime bien la sociologie, un peu, et du coup, je pense que, tout ce qui tourne autour des gens, tout ça, je trouve ça intéressant, et comme je disais, j'aime bien l'histoire, et quand je vois des gens qui connaissent pas, c'est même pas des grandes dates, mais plus des grands événements, parce qu'au pire tu sais pas quand c'est passé, soit, mais quand je vois les prémices des guerres mondiales et compagnie, et les gens savent pas ça, je me dis, mais vous savez que l'histoire se répète, donc si tu sais pas ça, quand tu vois les extrêmes droites qui montent partout en Europe, genre moi je suis là, mais arrêtez, ça va pas du tout, donc je me dis, histoire de j'aimerais bien être journaliste pour un peu, pas éduquer, mais sensibiliser et empêcher que des catastrophes arrivent. Et un peu, entre guillemets, je sais pas chez vous, mais en France, je vois beaucoup sur les réseaux, un peu, c'est pas redorer le blason du journalisme, mais les gens se méfient de plus en plus, disent que les journalistes sont des vendus, nanana. Et ça me fait de la peine, parce que je suis là en mode non. Si, il y en a, c'est sûr, mais comme partout, au final. Vu que je suis un peu utopiste, j'aimerais bien... Bon, donc dans 10 ans, tu commences à sauver le monde et à éviter les grosses catastrophes. Et d'ici là, dans ta carrière de triathlète pro, on va dire, quels sont tes gros objectifs? Alors, le gros objectif, ça serait les Jeux à Paris, en plus. Et du coup, si on voit à moyen, très long terme, peut-être Los Angeles aussi. 2028, au final, j'aurai 32 ans quand même. En soi, ça passe, mais surtout que normalement, c'est plutôt bien dans le triathlon, 32 ans, mais à voir où j'en suis avec mon sport. Si je vois que je stagne, et à un moment donné, si je veux un jour avoir un métier que j'aime, faudra quand même que je mette des choses en place, donc faudra voir comment je vais oublier tout ça. Paris, sûr, c'est l'objectif. Et après, le reste, on verra. Comment tu comptes t'y prendre pour te préparer là pour Paris? Je pense que rester dans ce petit groupe, parce que là, ça fait même pas 1 an, et je trouve que c'est plutôt pas mal, que ça me convient bien. Donc après, on va voir. Peut-être ça me convient bien pour l'instant et ça me conviendra plus, mais honnêtement, je pense pas. Je pense que en tout cas, moi, quand j'ai parlé à Paolo les premières fois, c'était genre objectif une Olympiade, d'aller ensemble jusqu'à Paris 2024 pour pas avoir de regrets, faire le maximum et on verra.
C'est un bel objectif, surtout qu'effectivement Paris, c'est presque à la maison pour toi, donc c'est un objectif d'une vie pour un sportif ou une sportive d'aller au JO. Donc en plus quand c'est à la maison, c'est l'idéal. Ah c'est sûr, mais là cette année je pense que chaque année je grandis et je vois un peu plus la dimension Jeux Olympiques, ce que ça veut dire, parce qu'avant c'était à la télé, après j'ai commencé à faire des courses avec des gens qui prétendaient y aller. Et cette année, encore plus, vu que je suis dans un groupe de très haut niveau, et je vois toutes les déceptions, ou pas d'ailleurs, considérant les jeux, et d'un côté, je me dis, ouais, c'est l'objectif, et je me dis, mais ça reste une course, et tu vois les états des gens, genre t'as Taylor Spivey, 4e mondial, qui va pas aller au jeu, parce que des critères qui font que, moi, je me dis, faut quand même relativiser, ça reste que du sport, et les anglo-saxons, ils sont très forts là-dessus, sur toutes les petites phrases en mode la vie est belle, genre le sport, si t'es pas qualifié, ça ne définit pas la personne que tu es, l'athlète que tu es, tout ça. Et en même temps, ils ont raison, hein. Mais ouais, les jeux, c'est quand même, c'est pas qu'une course, c'est vraiment tout un processus, et il faut être fort mentalement, aussi bien si t'y vas que si t'y vas pas, quoi. Ouais, comment est-ce qu'on prépare ça? Alors, c'est quoi ton plan d'action, là, sur les 3 années à venir? Ouais, déjà, je pense que tu pourras peut-être te baser sur l'expérience de certaines personnes, notamment Claire Michel, qu'on a déjà eu dans le podcast, qui, elle, va aller à Tokyo cette année. Donc, tu pourras peut-être lui demander des conseils. Ah c'est sûr que d'être entouré de olympiens, c'est pratique, ne serait-ce que déjà quand il y est, parce qu'ils disent tous que c'est quelque chose de vraiment différent. Bon là je pense qu'avec le Covid ça va être encore pire, mais pas forcément dans le bon sens, mais ouais, que c'est une compétition assez extraordinaire, que tu peux perdre un peu tes moyens. Donc je pense qu'en dehors de l'entraînement, moi je travaille déjà là-dessus, mais je pense qu'il y a un côté mental à travailler, que ce soit avec une psy ou un préparateur mental ou quoi que ce soit, mais je pense que ça c'est un truc qu'il faut vraiment pas trop négliger, mais que ça soit pour les jeux ou même en général. Moi depuis 2019 je crois que je travaille là-dessus, et j'en suis bien contente. Donc ça, je pense que c'est un truc à pas négliger. Et après, plan d'action, écouter le coach, bon, en participant évidemment, mais faire ce qu'il me dit, essayer de faire un peu step by step, ne pas me précipiter, être toujours bienveillante à mon égard. Ça, je travaille là-dessus depuis que je suis dans ce groupe, et être avec un environnement bienveillant de manière générale, genre les filles ici, par exemple, tu les bats à l'entraînement, c'est pas le terme, mais tu vas être devant à l'entraînement, au lieu de être un peu en mode non, elle m'a battu, elles vont être en mode bravo, t'as fait une super bonne séance. Et ça, je pense c'est des trucs vraiment, des petits détails comme ça qui font que t'es bien avec qui tu t'entraînes et compagnie, et tu peux qu'aller loin, j'espère. Et tu parlais justement de passer par une phase préparation mentale. Est-ce que là, t'es accompagné actuellement par un préparateur, une préparatrice mentale? Ouais, en fait, en 2019, j'avais un mal au psoas. J'ai fait tous les tests médicaux du monde. On n'a jamais rien trouvé. Donc, même moi, j'ai dit à un médecin à Nancy, au CHU, tous les sportifs, ça se trouve, c'est dans ma tête. Mais je disais ça un peu dépité. Et il m'a dit, non, mais par contre, si tu veux, on peut te mettre en relation avec la psy que je connaissais déjà, parce que chaque année, pour la Fédé française de triche, je devais faire un check-up psychologique. Et du coup, au final, j'ai commencé à travailler avec elle. Et au final, depuis, j'ai gardé les séances. Même il y a des fois, genre ces derniers temps, à chaque fois je l'appelle, je dis ouais, bon, en vrai, tout va bien, j'ai pas de problème. Bon, ça dure quand même 1h30 parce qu'au final, je raconte toujours ma vie, quoi qu'il en soit. Mais je pense que c'est bien. Et il faut surtout, c'est pas de dédramatiser, mais c'est quand tu dis que tu vois un psy. Moi maintenant, mes potes, je le dis vraiment très facilement, donc il y a plus de tabou. Oui, voilà, c'est enlever les tabous autour de ça. Parce que pour les gens, tu dis psy, limite ils vont dire préparateur mental, alors parfois c'est un psy juste parce que psy c'est oh là là, c'est un mot interdit, ça va pas du tout. Mais il y a pas de honte, c'est tout à fait normal. Au final c'est comme quand tu parles à tes amis, c'est une manière d'extérioriser les choses, et c'est juste que là il sera peut-être un peu plus neutre, et qu'il aura peut-être des petits tips, genre ça tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. On a tendance à penser que finalement les gens qui vont voir un psy c'est juste parce qu'ils sont malades. Finalement non, et c'est dans la médecine, je pense que on faisait l'analogie là récemment avec le fait de devoir aller chez le dentiste une fois par an. C'est pareil au niveau du psy, en fait, ça peut aussi très bien être un travail préventif pour justement renforcer. C'est un peu comme
c'est avoir une certaine hygiène finalement mentale. Et il y a pas de, effectivement, je pense pas qu'il y a pas de honte à avoir à consulter un psy. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui peut que nous aider. D'autant plus si c'est en prévention, évidemment. Non, c'est sûr, c'est vraiment prévention et faut que ça se démocratise plus. Et ça commence à faire, genre, je suis quelques athlètes sur les réseaux et j'en entends de plus en plus qui disent, ah oui, je vais voir mon préparateur ou psy, ça dépend desquels, mais je trouve que les gens commencent un peu à prendre en compte cette dimension un peu plus facilement et moi, quand je dis ça, à chaque fois, je me dis, ah, ça fait plaisir. Et oui, ça fait plaisir qu'ils le fassent déjà pour eux, ça c'est une chose, et surtout qu'ils en parlent comme ça. Les plus jeunes vont pas se dire si un jour moi je suis allé voir quelqu'un mince, non c'est bien. Et oui, c'est prévention. Et puis même ça peut être même les trucs de sophrologie, de se visualiser une course, parce qu'il y a des sports pour le coup c'est un peu plus démocratisé parce que ils travaillent sur la visualisation de la course et tout, même si c'est encore un peu autre chose. Mais je pense que ça commence à faire le parallèle, le pont et tout, et c'est des petits pas. Si t'appréhendes un peu, ça te permet d'y aller petit à petit et au final, tu te rends compte que ça marche, quoi. Quand tu as des vies comme ça à du 300 à l'heure, c'est hyper important d'avoir justement ces petites aides externes. Ça va être au niveau mental, ça va être au niveau de la nutrition, ça va être au niveau de la prévention des blessures. Enfin voilà, c'est plein de choses. Mais en gros, c'est t'assurer de faire un petit entretien régulier de la machine, quoi, de t'assurer que le corps et l'esprit, en l'occurrence, fonctionnent toujours correctement, parce que voilà, quand c'est comme une Formule 1, quoi. Une Formule 1, tu fais 10 tours de piste, puis t'as besoin de rentrer au paddock pour changer des pièces, machin, parce que c'est des machines qui vont à fond tout le temps. Et finalement, être triathlète, c'est un petit peu ça aussi, quoi. C'est comme des hauts dirigeants en entreprise, ou enfin voilà, tout type de personnes qui ont des carrières ou des vies un peu comme ça, où tout va à fond. Je pense que effectivement c'est important de bien s'entourer, quoi. On a un peu parlé de ta reconversion, pour ainsi dire, enfin plutôt de comment tu te verrais dans 10 ans. Tu nous as pas forcément parlé aussi de ton côté un peu mode, parce que Olivier était en train de parler de l'hyperactivité du triathlète, et encore plus du triathlète professionnel. En feuilletant un petit peu ton profil LinkedIn, on voit que tu as lancé une marque textile, enfin de carrés de soie. Tu peux nous en parler un petit peu justement? Oui, bon, je suis plus co-créatrice. C'est ma sœur qui gère. Moi, je suis un peu beaucoup plus dans l'ombre. D'ailleurs, je fais moins. C'est ma sœur qui crée des designs de foulards et après on fait imprimer, rouleauter main, compagnie. Et elle a lancé ça, je crois, en 2017, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était dans l'hiver, donc c'est peut-être hiver 2016. Et donc elle est beaucoup moins sport, beaucoup plus mode. Moi, ça me plaît, donc j'essaie de l'aider comme je peux. C'est vrai que avec le triathlon, je peux pas grand-chose. Au final, je l'aide plus sur les réseaux sociaux, parce qu'en plus c'est un truc que je suis assez à l'aise. Ça commence petit à petit, parce que il faut le temps pour grandir, mais c'est sûr que quand j'aurai un peu fini le tri, je vais essayer de m'y mettre un peu plus et de l'aider à fond. Surtout que je pense que là au début c'était surtout des carrés de soie, donc c'est quand même un truc assez luxe. C'est pas un truc sur lequel je pouvais le plus communiquer dans le sport, parce que moi en tout cas mes amis c'est plus déjà qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter ce genre de choses, mais là on va dire qu'on se démocratise en faisant des foulards, des bracelets, des lacets. Donc je vais essayer d'aider plus sur les petits accessoires que les gros trucs. Merci pour ces précisions. Je propose qu'on en reste là pour l'épisode d'aujourd'hui, et puis on se retrouve demain. Yes. À demain. À demain. Salut. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!